Allô? Oui, bonsoir à toutes, Tu m'entends? bonsoir à tous. Oui, je t'entends King Kong. Est-ce que le beau Ça vélo bug nous là. entend aussi? Tu bugs, Je bug? Mathis. Je Alors, t'entends, mais tu bugs, frère. C'est bon, je crois que ça allait mieux. Essaye. pour pas vous mentir, j'ai des problèmes de connexion en ce moment, donc ça serait bien que je bug pas. Mais si je Là, bug, là, là, ça va. T'as en effet eu un bug de connexion, mais là, ça va. Ok, bah écoute, on va Euh, prier pour que ça tienne comme ça, sinon je passerai uniquement sur le compte du Space, l'audio sera un peu moins bon, notamment pour nos amis qui nous écoutent en podcast sur Spotify. En tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce nouveau Space sur l'actualité du cyclisme. Cette semaine, comme vous le voyez dans l'intitulé, un débrief de la Volta. Un débrief de la Volta qui sera accompagné, enfin qui sera fait par les révélations et les déceptions de cette Volta. On traitera aussi de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé sur cette Volta. On fera une rubrique aussi spécialement dédiée pour les auditeurs. Et enfin, on viendra sur des questions rapides sur le reste de l'actualité cyclisme, notamment ce qui est sorti aujourd'hui. Il y a deux trois infos qui sont sorties aujourd'hui sympas à traiter, je pense. Donc on pourra y revenir dessus. Peut-être pas en profondeur, mais au moins en superficie pour ensuite rentrer en profondeur dedans dans d'autres spaces qu'on aura l'occasion de faire. Avec moi aujourd'hui l'équipe habituelle, le premier à intervenir c'est King Kong. Comment tu vas? Ça va nickel, et toi? Ça va Depuis la super semaine bien. dernière. Ça va bien. J'espère que comment dire, les problèmes de connexion vont me laisser tranquille. Mais sinon, à Pour part l'instant, ça, ça ça va. va super bien. Et le second intervenant de ce space, c'est le beau vélo. Comment tu vas? Salut tout le monde, très bien, très bien. Alors juste King Kong, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu Pardon. n'interviens pas? Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bon, et ben les gars, cette fin de Volta, qu'est-ce que vous en avez pensé, King Kong? Voilà, on va revenir rapidement dessus avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette fin de Volta, voilà, ces dernières étapes, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'es amusé? Tu les as un peu moins regardées ou t'as suivi comme le reste? J'ai tout regardé, mais c'était purement par passion. Et pas par plaisir. Pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On s'y attendait, on l'avait déjà dit sur le Space de la semaine dernière, que ça risquait d'être un peu triste. Ça l'a été. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis la domination. D'un côté Jumbo-Visma, de l'autre côté Evenepoel, comme on s'y attendait. Donc c'était pas la semaine de grand tour la plus fun qu'on ait eu à se mettre sous la dent, mais bon, on s'y attendait. Et toi, le beau vélo, cette fin de Volta, toujours autant dedans par passion comme King Kong ou un peu plus lassé, on va dire, la conjoncture qu'a pris cette Volta? Non, bah pareil, hein, j'ai tout regardé. Après, ouais, comme il a dit, on s'attendait déjà à voir le triplé jumbo, comme on l'a dit la semaine dernière. Donc ça, c'était plié. Après, au niveau des échappées, on s'attendait aussi à voir Evenepoel en dominer plusieurs. Finalement, il a gagné à la Cruz de Linares facilement et pas le dernier jour, le samedi. Donc ça, c'est une étape que j'ai bien aimée. J'ai beaucoup aimé samedi, notamment parce qu'il y avait Lenny devant. Donc j'ai bien suivi ça. Et puis en plus, il y a eu un scénario assez sympa dans le final. Donc bon, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux forcément. Mais voilà, c'est une fin de grand tour, une fin de pour conclure les grands tours un peu en demi-teinte. Le week-end sauve un peu la semaine quand même. La étape 20, Ouais. étape 21, Étape 21 aussi, super, elle incroyable. était vraiment, vraiment bien l'étape 21. D'habitude, les dernières étapes de grand tour, c'est toujours rompiche. Ouais, ouais. Là, c'était vraiment bien. C'est limite la meilleure étape de la Vuelta en vrai. Enfin, peut-être pas quand même, mais pas loin. Et heureusement qu'il y avait ce dernier Bah, en week-end. fait, il n'y avait pas un enjeu terrible, mais niveau pur spectacle, c'était vraiment fou ouais, de les voir à 55 à l'heure tout le long. Incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais, Remco qui a failli gagner samedi, mais qui a failli aussi gagner dimanche, hein. Vu le numéro qu'ils nous font, chacun, enfin, ceux qui étaient devant là, c'était quand même c'était du beau spectacle, du beau cyclisme. Mais je pense que d'autres personnes sont revenues bien plus largement sur les exploits de Remco que nous, et que nous le ferons ce soir. Donc, pour attaquer ce space, comme je l'ai dit en préambule, on va commencer par euh, enfin, une partie révélation et une partie déception de cette Volta. Je vais laisser commencer le beau vélo en nous disant ses révélations et ses déceptions. Enfin,
On va commencer par les révélations et on fera ensuite les déceptions, pardon. Le beau vélo, dis-nous, quelles sont tes révélations de cette Volta? Alors, en première révélation, j'ai mis Pelayo Sanchez. J'ai bien aimé sa Volta. Bon, faut toujours se méfier en fait des coureurs qui se révèlent en troisième semaine des grands tours. Parce qu'il y en a pas mal qui font des troisième semaines de grands tours incroyables et qui font rien après en fait. Je pense par exemple à Nick Schultz, qui avait fait une troisième semaine du Tour 2022 énorme, où il finit avec Gaudu et Quintana par exemple, à Péresourde, Périgude. Et finalement, cette année, on l'a pas trop vu chez Israël. Donc je me méfie de ce genre de coureur, mais Pelayo Sanchez fait une sacrée Volta. Alors il a 23 ans, il va aller chez Movistar l'an prochain et là il est chez Burgos. Et bon, c'est pas encore officiel pour Movistar, mais c'est dans les tuyaux. Il a fait troisième de l'étape samedi, ouais. Donc juste derrière Pouls et Evenepoel. Donc sacrément fort dans la dernière bosse, là il arrive à suivre Evenepoel quand ça y va. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait à l'Angliru 20e, donc c'est pas dégueu. Pour un coureur de chez Burgos, c'est pas dégueu. Et surtout 14e à la Cruz des Linares, alors qu'il y avait une échappée de 7 coureurs devant. Donc il finit en fait derrière Vingegaard, Landa, Roglic, Kuss. Donc juste devant Buitrago, devant Heudebrooks, devant Almeida. C'est franchement énorme hein, de faire ça. Mais je me méfie de la suite forcément, puisque c'est une troisième semaine de grand tour. Mais du coup, j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Ensuite, deuxième révélation que j'ai notée, ça va être Finn Fisher Black. En fait, on a l'habitude de le voir un peu récemment, puisqu'il est chez UAE et qu'il est un peu installé. Mais il est très jeune, il a 21 ans. C'était son premier grand tour, la Volta, là. Et il m'a quand même épaté, notamment à Béres, quand il fait deuxième derrière Vingegaard. Là, il a sorti des très très gros watts. Il m'a vraiment impressionné. Et même tout le long de la Volta, il n'était pas trop mal. À Javalambre, je pense notamment à Javalambre, où il était dans le groupe des favoris, quand il restait 12 mecs dans le peloton, un truc comme ça. Et il a fait un sacré boulot aussi pour ses leaders tout le long de la Volta. Ouais, il a juste craqué, j'attendais mieux samedi. Dans l'échappée, il était devant et il a craqué très tôt. Mais donc c'est un très très bon coureur qui a beaucoup d'avenir, je pense. Et enfin, dernière révélation que j'ai notée, bah, ça va être juste Sepkus en fait, hein. Parce que, bon, on le connaît tous, hein, mais moi je pensais pas du tout pouvoir le voir 3 semaines aussi régulier. Il y a les circonstances qu'on connaît, mais quand même il a jamais craqué, hein. Il a été très régulier. Et je pensais pas le voir capable de faire ça, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais Sepkus. Voilà. C'est vrai que Sepkus, on le connaît, c'est pas la révélation de l'année. Enfin, si on nous dit, ouais, Sepkus, mec qui est fort sur les grands tours, enfin, on est au courant. Mais c'est vrai que le voir à ce niveau-là pendant 3 semaines, c'est une nouveauté. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il rentre dans les révélations. Je suis assez d'accord là-dessus. King Kong, est-ce que tu en as d'autres, toi, que tu connaissais pas forcément ou que tu connaissais de loin et qui t'ont marqué pendant cette Volta? Que je connaissais pas ou de loin, j'avais aussi en 1 Pelayo Sanchez comme Thibaut, qui c'est donc Movistar l'année prochaine, 23 ans, c'est son deuxième grand tour, j'ai noté. Pour le fait de se réveiller en troisième semaine, il a fait aussi une belle étape, je crois que c'est la 11e, à la Laguna Negra, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, où il va faire 6e. C'est l'étape où Ghana fait un travail de ouf pour Geraint Thomas et où Herrada va gagner. Donc c'est une belle perf. L'échappée, ils étaient 20 et quelques, je crois ce jour-là. Et il va faire 6e, ce qui est pas mal. Il est juste derrière Geraint Thomas, Caicedo, Krohn, Grégoire et Herrada. Donc c'était déjà pas mal. Et puis son étape 20, où il est le 3, allez, 4e meilleur Mais de l'échappée. je pense qu'avec son niveau de la troisième semaine, à la Laguna Negra, il aurait fait mieux que sixième. Il Ouais, aurait fait top 4, podium. je pense. Ouais, je pense podium. Mais sur la 20e étape, il était impressionnant. Il bascule Ouais. 4e, il lâche Evenepoel. Peut-être la stratégie qui était pas bonne, il est un peu à contre-temps sur l'attaque de, je crois que c'est Van Eetvelt et Pouls. Mais sinon, très très fort et je pense qu'il y a de l'avenir. Et je pense que c'est un très très bon recrutement pour Movistar, qui est un peu en galère en plus avec le mercato. Je pense que là, c'est une bonne pioche, il est espagnol en plus, donc ça colle parfaitement. En deuxième, alors c'est pas un coureur que je connaissais pas, mais que j'attendais peut-être pas à ce niveau, j'ai mis Van Eetvelt. Je savais pas trop qui mettre en fait en révélation, donc j'ai mis Van Eetvelt. 22 ans, premier grand tour, il va faire 3 top 10. Je l'ai trouvé assez bon, assez régulier, en échappée en tout cas. Il a réussi à se glisser souvent dedans. Il fait un podium sur les
l'étape 14, celle où Evenepoel et Bardet font leur show là. Bon, il va faire podium parce que Storer a la flemme, mais il fait podium quand même. Donc je l'ai mis en deuxième. Et puis en troisième, j'ai mis aussi Finn Fisher Black. Premier grand tour à 21 ans. C'était sur certaines étapes, surtout celle où il va faire 2, c'est limite le plus fort du AE. Plus fort en tout cas que Soler et Almeida. Bon, il a complètement ruiné Ayuso par contre, mais bon, la stratégie était horrible, mais lui en lui-même était très très fort et je pense que ça sera un élément qui sera très très important, si ce n'est le plus important pour Pogacar l'année prochaine. Je pense qu'il sera directement sur le tour l'année prochaine, j'espère. Ouais, c'est vrai, Fischer Black impressionnant sur son étape de Berres. Alors, j'ai noté un peu plus large, on pourrait aussi mettre peut-être Andreas Kron, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, qui va gagner l'étape à Barcelone et qui fait troisième, c'est la Laguna Negra, je crois, si je dis pas de bêtises. On peut mettre Ouais, c'est Groves ça, ouais. aussi. J'ai mis Groves, moi, parce que Groves, je l'attendais peut-être pas forcément à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le plateau de sprinter était pas non plus des plus relevés. Mais Caden Groves, quand même, il en claque 3, fallait le faire. D'autant plus où, quand on voit que voilà, du côté sprinter, c'est assez dur d'en claquer plusieurs de suite sur un même grand tour. Il en claque 2 de suite, même l'étape 4 et l'étape 5. Et plus, il va parachever son beau maillot vert. Enfin, non, pas par Moi, la perso, il m'a couleur, pas mais spécialement, il m'a pas spécialement surpris, Groves, parce qu'on savait que c'était un sacré gazier. Je pense notamment à une course aux Pays-Bas, je sais plus exactement laquelle, où il passe les bosses, mais comme un waouh, ouais, incroyable pour un mais sprinter. Et sur ses victoires au sprint, sur les premières notamment, je pense, il a été vachement bien emmené. Il se fait remonter par Ghana quasiment sur une étape. Donc il m'a pas autant impressionné, sachant que c'était sur le papier le meilleur sprinter du plateau. Et aussi que Molano a été souvent absent, très très absent. Donc voilà, voilà. Molano, c'était pas pour fou. balayer large que j'ai mis Groves. Mais tu fais bien de le rappeler, l'étape quand même de Barcelone, il fait 2 aussi, où il passe bien les bosses. Ouais. Donc je pense que quand même, enfin, il s'impose dans différents registres, notamment avec cette dernière étape, et il montre que sur les étapes un peu plus vallonnées, il peut être là aussi. Donc à voir si justement il peut être, comment dire, il peut être intéressant pour Alpecin sur les prochaines courses, enfin sur les prochains grands tours notamment. J'ai mis aussi Steph Kras 11e, qui a pas fait beaucoup de bruit, qui faisait un bon Tour de France avant son abandon, et qui là confirme sur un grand tour où voilà, il vient faire 11e. Alors c'est pas la performance de l'année, mais Steph Kras, un bon mec en montagne, pourquoi pas aller chercher des étapes à l'avenir, parce qu'il fait quand même 11e du grand tour, peut-être le plus dense de l'année. Donc ouais, il n'est pas largué non plus, il a 14 minutes. Quand on se souvient que Godu est, est 9e au général du dernier tour à plus de 20 minutes, voilà, Steph Kras il peut aussi. Enfin, voilà, il m'a un peu surpris, je ne l'attendais pas forcément à ce niveau-là, même s'il avait montré de belles choses sur son Tour de France. On passe maintenant au pôle déception de cette Volta. King Kong, toi, qui est-ce que tu as mis dans tes déceptions, qui tu voyais faire une meilleure Volta que ça? En 1, j'ai mis Max Pool, qui partait pour jouer le général, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'avais lu un peu partout. Et il fait, je l'avais noté quelque part là, il fait 49e du général. Donc, extrêmement décevant, surtout par rapport à son début de saison. Il fait 4e du général du Romandie, il va faire 13e du Dauphiné, 11e du Tour des Alpes. Et c'est même pas qu'il a pas tenu à distance. Il a été décevant. En fait, là où il est le plus décevant, c'est en première semaine. Dès l'étape 3, je crois. Je crois que c'est l'étape difficile. Ouais, c'est ça. Il fait 63e, je crois, de la première étape difficile. Donc, ouais, Poul, vraiment décevant. Il s'est refait un peu la cerise pour aller jouer en échappée, mais c'était pas du grand Poul comme on a pu voir en début de saison. Et en plus, il est tombé sur Evenepoel. Donc, pour lui, rien n'allait. En deuxième déception, j'ai mis Vandenberg, le sprinter de IF. Il a pesé sur aucun sprint alors il fait comme une bonne saison. Je l'attendais peut-être pas victorieux, mais proche de la victoire. En tout cas, il va gagner juste avant en Pologne. Il fait une fois deuxième, donc on l'attendait bien plus haut que ça. Je crois que son meilleur résultat, c'est troisième. Et c'est sur l'étape où il y a la grosse chute. Donc très décevant, il est battu par Ghana au sprint, alors que c'est un pur sprinter. Donc très décevant. Et puis Sergio Higuita, le seul truc que j'ai mis, c'est était-il vraiment sur la Vuelta? On l'a jamais vu. Il a servi à absolument rien pour son équipe, alors qu'il aurait pu vraiment être d'une
d'une aide précieuse. Et je crois que son meilleur résultat, ça va être 30e, 38e ou 31e. Donc, pour un coureur de son calibre qui a gagné des classements généraux, c'est très très décevant. C'est peut-être même le plus décevant de la Volta, je pense. Ok, ouais, c'est vrai que ça se tient, Higuita. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu et on pouvait s'attendre à mieux de sa part, notamment quand on voyait ces grands tours qu'il avait pu faire auparavant. Toi, le beau vélo, est-ce que tu as d'autres déceptions, d'autres déceptions? Alors, je vais pas beaucoup aider parce qu'on en a deux en commun avec Clément. Max Poul, en fait, pareil. À mon avis, il a raté sa prépa un peu parce que en Pologne, Possible, ouais. première étape compliquée. Je le vois essayer de suivre l'attaque de Van Etvelt et Maika, c'était, je crois. Ouais. Et il explose complet après. Il arrive même plus à tenir les roues. Là, je me dis bon, ok, il est là, il est pas prêt, il a essayé, mais ça va arriver. Il a fait un stage en altitude, je pense. Ça va arriver pour la Volta. Je me suis dit, il va être chaud. Première étape de montagne de la Volta, pouf, il s'écarte au pied d'Arinsal. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il a raté complètement sa prépa et qu'il a appris, hein, mais ce sera mieux l'an prochain, j'espère pour lui. Bon, Ouais, après, sa c'est le Volta est premier pas grand dégueu tour. non plus, hein. Non. Il fait des belles échappées aussi, c'est pas horrible à son âge. C'est vrai qu'il a Par une belle contre, échappée et dans ce processus d'apprentissage dont d'autres, enfin que d'autres ont fait, voilà, on peut pas lui tomber dessus dès son premier grand tour parce qu'il a raté sa prépa ou parce que il a été moins performant. Vas-y, Ginkou. au moins, ça a permis à Guillaume Di Grazia d'apprendre à différencier Poul et Bardet en échappée parce qu'il a eu du mal, hein. Ah ouais, dur, hein. Compliqué ça. Bah, ils font la même taille quasiment, donc ils ont pas le même style, mais ils font quasiment la même taille. D'ailleurs, je le pensais pas si grand, 1,85. Ça m'a surpris sur cette Volta. Pourtant, on le voyait depuis le début de la saison, mais il est grand. Il prend grimpeur. Ok, bah moi dans les déceptions, j'ai mis aussi Kevin Vauquelin, côté français. Kevin Vauquelin, moi personnellement, j'en attendais quand même beaucoup. Je vais pas dire que j'attendais au niveau de Lenny Martinez ou d'autres Romain Bardet, mais je m'attendais quand même à ce qu'il fasse des échappées, voilà, qu'il prenne des coups, qu'on le voit acteur de la course. Et, euh, et même il avait fait un beau tour du Limousin, là où Grégoire gagne, c'est le Limousin. Et, euh, et, euh, et forcément, Kevin, je l'attendais un peu plus haut et il n'a pas réussi à, justement à se hisser à ce niveau-là. Alors est-ce que pareil, comme Max Poul, c'est une faute à une mauvaise prépa? Pas sûr, parce que 2, 3 semaines avant, il est très en forme. Est-ce que c'est peut-être qu'il est tombé, je crois, sur le premier contre la montre? Est-ce qu'il a réussi à s'en remettre? Ouais, il a enchaîné les galères, hein. Est-ce qu'il a réussi à s'en Après, remettre? Voilà, c'est la question aussi. Et on a vu que c'était quand même assez dur de se remettre de grosses chutes ou de maladies sur les grands tours, notamment quand c'est le premier, donc c'est compliqué. Mais voilà, Kevin Vauquelin, je l'attendais un peu plus haut. Il a des circonstances atténuantes. Voilà, pareil, comme Max Poul, on va pas lui tomber dessus non plus. moi, je Ouais, c'est une l'attendais. saison compliquée pour lui, hein. Ouais, je Ouais, suis pas quand même, d'accord. il Moi, je gagne. l'attendais. Ouais, moi, je l'attendais très haut en début de saison. Il va faire 4 de Bessèges. Il gagne les Alpes-Maritimes. Il fait un bon Paris-Nice aussi. Et après, il a enchaîné les galères, chute, maladie, je sais plus trop exactement, mais il a enchaîné les galères. Sur Ouais, des Paris-Nice, Paris-Nice, en fait, il tombe à la ouais, couillole et après, Ouais, c'est compliqué. c'est ouais. exactement Mais ça. sinon, moi, je retiens son début de saison qui était stratosphérique. Il était tellement fort. Je me souviens quand il va gagner le Tour des Alpes-Maritimes, je crois que c'est devant Genietz, si je dis pas de Skelmoseux, bêtises. Skelmoseux, je Ouais. crois. Ouais, il y a Skelmos, mais il y avait Genietz dans l'eau. Moi, je me souviens que de Genietz. C'est le Quatrième, côté Sylvester. Eugéniette, ouais. Mais moi, je retiens surtout son début de saison et j'ai hâte de voir la suite. Il est jeune, il a que 22 ans, il a eu des galères. J'espère juste qu'il s'en remettra. Et je pense que c'est fin de saison pour lui, hein. Je pense pas qu'il va courir en Italie. Si, j'ai lu qu'il avait d'autres objectifs. Après, je sais pas où il va courir, mais en tout cas, peut-être Paris Ah, il Tour, fait je pas sais pas. les champions d'Europe? Je crois pas. Je crois pas l'avoir vu là dans les listes. Sinon, Le PSG y est. je vais Non, je sais continuer pas. sur mes autres déceptions quand même. J'en ai une autre, moi J'avais aussi, aussi, vas-y. Mais parce j'avais que, aussi Higuita comme Clément. Higuita qui fait une saison 2023, mais incompréhensible après une saison 2022 énorme. Je sais pas d'où ça sort. Et sinon, la dernière déception que j'ai notée, c'est Molano. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Molano, il gagne une étape en costaud et tout, très bien. Mais j'attendais tellement mieux au niveau de la régularité. Il y a tellement de sprints où il est absent, je comprends pas pourquoi. Il a Rui Oliveira qui fait un travail de fou. Bon, peut-être que l'équipe est beaucoup plus focus sur le général, c'est sûr. Et il y a tellement de sprints où il est 18e, c'est fou. Alors qu'il est super fort, ce mec. Je te coupe juste 2 secondes. Si vous avez des questions, on a 2 tweets, soit sur mon compte, soit sur le compte du Space, où vous pouvez poser des questions, on les lira et on réagira petit à petit. ouais, et Voilà. puis il y a l'icône en bas à droite
du Space aussi, où vous pouvez poser vos questions. Et si jamais vous avez des questions que vous pensez vraiment pertinentes, attendez un peu parce que en troisième partie, on a une rubrique le moment participatif, on a appelé ça, où voilà, on aimerait bien vous faire participer au moins un ou deux d'entre vous, en prendre un ou deux et écouter ce que vous avez à nous dire, les questions que vous allez nous poser aussi. Voilà, on vous a dit la semaine dernière que ça serait intéressant d'avoir plus d'interactions. Du coup, on a dédié cette rubrique uniquement pour ça. Moi aussi, je reviens un peu sur mes déceptions. Forcément, Ineos. On y reviendra un peu plus tard de façon plus en détail, mais bon, Ineos, quand c'est Thomas, je crois qu'il fait 32e du général et ils prennent aucune échappe. Enfin, il n'y a que Ghana, heureusement qu'il y a Ghana pour eux. Mais sinon, on ne pouvait pas les attendre à ce niveau-là. Et j'ai mis aussi, alors peut-être un peu dur, mais c'est dans la même veine que Vauclin, j'ai mis Hugo Page. Hugo Page qui a fait une énorme saison en 2022, enfin une bonne saison 2022. Il était pas mal en 2023, il gagne, il se met en confiance au Limousin aussi, pareil comme Grégoire et Vauclin. Et sur cette Volta, il n'a pas vraiment sprinté en fait. J'ai l'impression que Hugo Page, quand il est dans l'emballage final, il se place pas très bien et ce qui fait qu'il Ouais, n'arrive pas à il a un lancer son problème. sprint. Et ça, c'est vraiment Il a un dommage. problème sur le placement. Il a fait sixième, je crois, d'une étape et quatrième hier. Hier, c'était super par contre, hein. Ouais, ouais. Hier, il fait quatrième en revenant. C'est l'un des plus forts du peloton à revenir sur le groupe. Donc je pense qu'il finit bien, c'est top. Mais globalement, il a eu du mal à peser, je suis assez d'accord. Ouais. Et ouais, sur l'étape 5, c'est l'étape qui arrive à Bouriana. À un moment, il est dans les 3 premiers ou 4 premiers. Et il reste quoi? Il reste, je sais pas, 500, 1 km peut-être. Et il va se replacer en 10e position. Il se fait enfermer dans le sprint. Après, il peut jamais lancer alors qu'il était plutôt bien placé à avant d'aborder la flamme rouge. Donc c'est vraiment dommage pour lui. Mais bon, c'est dans la même veine que Vauclin, Poul. Voilà, on va pas leur tomber dessus aussi vite. Ensuite, Même problème que Watson hein, sur les sprints. ouais, Watson aussi. Après Watson, on peut discuter de comment il a été emmené à chaque fois. Mais bon, Ouais, il n'a pas après eu trop sur de les chance. sprints, Aski a quand même bien carré le truc, quoi. Ensuite, bon, un peu moins en déception, même si c'est un peu moindre, j'ai mis Hugh Carty, que on a vu dans les échappées, on a vu s'accrocher, mais qui n'a jamais pesé pareil sur la course, alors qu'un coureur de la trempe de Hugh Carty, notamment avec sa Volta en 2020, on pouvait s'attendre à ce qu'il pèse un peu plus. Et j'ai mis, peut-être que ça va faire débat, mais j'ai mis un peu aussi Michael Storer, où il avait des jambes de feu. Michael Storer, c'était peut-être un des 3-4 plus forts, en tout cas en fin de Volta. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée. Quand il l'a pris, il s'est fait avoir tactiquement. Voilà, donc Storer, contrairement aux déceptions précédentes, c'est pas forcément physiquement, peut-être un peu tactiquement. Qu'est-ce que vous avez pensé de Storer, les gars? Bah, en fait, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de mieux. Mm. Parce que à partir du moment où Evenepoel est devant tout le temps, est-ce qu'il y avait des échappées propices pour qu'il gagne? Je suis pas convaincu du truc. Je sais pas trop ce qu'on peut lui reprocher en fait. Mais en fait, pour moi, on peut pas lui reprocher de s'être fait broyer par Evenepoel parce que 100% du peloton se sera fait broyer par Evenepoel. Bon, à part peut-être Roglic, Vingegaard, etc. Mais et c'était ses meilleures jambes depuis qu'il est à la Groupama. Et je trouve qu'il a pas trop mal joué. Il a réussi à se glisser dans beaucoup d'échappées qui partaient sur le plat ou en descente, ce qui est pas du tout son fort. Il a été très très bon. L'étape où il se fait piéger par Evenepoel et Bardet, il peut pas y faire grand chose, ça part dans la descente. On sait, Bardet et Evenepoel, c'est des flèches, c'est très difficile. Enfin, ça part sur le haut puis dans la descente, mais il essaie de faire la jonction derrière. Mais pour moi, il a pas raté sa Volta. Il faut que ça s'aligne sur un grand tour. Ça s'est pas aligné pour lui, mais je suis content de ce qu'il a montré pour peut-être sa dernière course avec la Groupama, je sais pas. Je sais pas s'il recourt après, peut-être en Italie, mais je pense pas. J'en sais rien en fait. Mais je suis content de ce qu'il a montré. Je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux. Ça s'est pas aligné, c'est dommage, mais je suis content de ce qu'il a montré. Moi, il s'est battu quasi tous les jours et il était très très fort. C'est pour ça que j'ai nuancé mon propos dès le départ en disant que c'était pas physiquement, c'était pas. Mais peut-être que tactiquement, voilà, il lui a manqué un petit brin de chance, un petit brin de folie aussi pour réussir à accrocher son étape. Enfin, ou en tout cas être dans le match pour gagner une des étapes. C'est où il est le plus dans le match, c'est celle qui arrive peut-être à Bérès, je dirais. Mais il finit quand même loin de Vingegaard notamment. Donc voilà. Mais c'est pas une mauvaise Volta de la part de Storer. Hein, c'est pas ce que je voulais dire. Ensuite, pour moi, il n'y a aucun Groupama qui a fait une mauvaise Volta. Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, je suis assez d'accord.
en termes d'individualité, aucun Groupama a fait une mauvaise Volta. Mais niveau collectif, on pouvait peut-être s'attendre à une petite victoire d'étape, un petit quelque chose en plus. Euh, mais ça reste quand même une bonne Volta de la part des jeunes Groupama FDJ. Si vous avez quelque chose à rajouter sur vos déceptions ou vos révélations. Ucarty, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que il était loin de son niveau habituel. C'est bien, on a eu des coureurs différents. Mais ouais, Carty, c'était quoi son objectif de départ? Carty, il voulait jouer le général? Il joue toujours le général de toute J'ai manière. lu qu'il jouait pas le général Ok. au départ et qu'il voulait viser les étapes. Finalement, il est revenu un peu sur sa parole autour de Touré Decati là quand il était pas mal. Et après, il a re-explosé, donc c'est Ouais, compliqué c'est pour lui. dommage parce qu'il partait bien. Il a le chrono où ça se passe bien. Il a fait 3. Et Xorette Tekati était bien aussi. Mais après, ça c'est un peu. Après, Enfin, derrière il ça, était il fait régulier à la 27ème. 15, 20e, quoi. 15, 20e place. Ouais, c'est ça, un peu en retrait par rapport à son niveau habituel. Ouais. Après, sa saison, elle est un peu dure quand même. Ouais. Enfin, DNS sur le Giro ouais. aussi. On va passer à la rubrique j'ai aimé, j'ai pas aimé maintenant de la Volta. Le beau vélo, on va commencer par toi. Dis-nous tes coups de cœur de cette Volta, ce qui t'a le plus marqué positivement. Alors bah, déjà, la meilleure chose de cette Volta pour moi, c'était son aspect Tour de l'avenir. Tous les jeunes qu'on voyait, il y avait Ayuso, il y avait Œil de Brooks, il y avait Lenny qui nous écoute. Salut Lenny. Il y avait Max Poul, Lennart Van Etvelt, Romain Grégoire. Donc on avait l'impression de voir toute la génération 2003 déjà qui nous a fait vibrer l'an dernier pour ceux qui suivaient la saison Espoir. Donc ça c'était super. La hype était monstrueuse au départ. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Bon, Ayuso, je le mets un peu à part parce qu'il est c'est déjà un cadre confirmé. Sinon, Kian, sa Volta est super, il a été régulier, mais en fait, on savait déjà qu'il avait le niveau pour être régulier, vu ses résultats sur le Romandie, sur le Dauphiné, non pas le Dauphiné, le Tour de Suisse, pardon, et sur le Tour de Catalogne. Donc, il est dans les standards de sa saison, en plus, vu les résultats qu'il a au Tourmalet, par exemple. Ouais, et puis sur 3 semaines, on s'y attendait pas forcément, enfin en tout cas à un tel niveau de Ouais, sa part. c'est ça aussi. Après, du coup, il y avait la comparaison entre Lenny et Kian qui était super intéressante. Qui a tourné un peu au vinaigre à partir du Tourmalet. Donc la hype est un peu redescendue de mon côté, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et après, on a pu voir Lennart Van Etvelt et Romain Grégoire dans les échappées, c'était super. Non, franchement, j'ai adoré cet aspect. Et je suis pas sûr qu'il y ait tous les grands tours où on a autant de trucs à se mettre sous la dent au niveau des jeunes. C'est-à-dire que même si le général de devant était plié, on avait toujours quelque chose à regarder dans les classements. Donc ça, j'ai adoré. Ensuite, plus controversé, j'ai bien aimé, enfin je vais dire ça bizarrement, mais j'ai bien aimé le fait que Ineos se foire complètement. J'ai pas bien aimé en soi, mais en fait, le fait qu'on ait une équipe qui dominait pendant 10 ans le tour, qui gagne 7 tours en 8 ans, qui se retrouve à avoir personne dans le top 30 du général sur un grand tour, c'est d'ailleurs une première depuis la Vuelta 2010, j'ai regardé. Vuelta 2010 où toute l'équipe avait été DNS à la 8e étape. Donc en fait, c'est une première dans l'histoire de ne pas avoir de Sky ou Ineos dans le top 30 d'un grand tour. Ouais, j'ai vu la stat passer. Alors, je sais plus de qui, donc je pourrais pas donner la source, mais Ah bah, je c'était sais la pas, j'ai première fois compté moi-même depuis tout à l'heure. le. Là. Alors, j'ai vu sur Twitter passer que c'était la première fois depuis que Sky avait repris la licence qu'il n'y avait pas de coureur dans le top 30. Ouais. Ouais, ben voilà. Bah, du coup, ça veut dire que Jumbo, peut-être que. Enfin, ça veut dire que la domination d'une équipe n'est pas quelque chose qui va durer une éternité. Peut-être que dans 10 ans, Jumbo sera au fond du trou, on sait pas. C'est pas glorieux en soi, mais au moins on sait que le sport, ça bouge. Et aussi, j'espère que du coup, Ineos, même si il y a peut-être quelque chose de plus profond, ça va peut-être leur mettre une claque dans la gueule pour qu'ils se mobilisent plus, même si ça a l'air plus profond que ça. Je suis d'accord là-dessus. Mais bon. Donc c'est mes deux coups de cœur entre guillemets de cette Vuelta. Ça donne un peu d'espoir pour la suite. Voilà. Je pense que Ineos, on pourrait passer un space entier à analyser un peu tout ce qui se passe en ce moment, notamment avec le non-recrutement. Est-ce que, enfin, on parle de fusion plusieurs fois, alors c'est des sources pas forcément hyper suivies, enfin pas suivies mais hyper fiables. Euh, enfin, après, ils ont sûrement Clairement, il se passe un l'info. truc, mais on sait Voilà, pas quoi et ça pue pour. je pense que, ouais, je pense que il peut, enfin,
il y a plus que juste une contre-paire sur la Volta et plus que juste un bout de rubrique en dédié. Je pense que Ineos, on pourra faire un truc un peu plus complet dessus. King Kong, toi, qu'est-ce que tu as aimé sur cette Volta en plus, si tu as des choses à rajouter? Moi, je suis totalement d'accord sur l'aspect Tour de l'avenir. Et je pense qu'au vu de l'évolution que prend le cyclisme ces dernières années, ça peut devenir une régularité d'avoir ce troisième grand tour de l'année, cette Vuelta, qui devient un peu un tour de l'avenir World Tour de 3 semaines. Et je trouve ça vraiment plaisant parce que ça hype, entre guillemets, ça hype les 3 grands tours de l'année. On a toujours une hype sur le Giro parce que c'est le premier, sur le Tour de France parce que c'est le Tour de France. Et puis on avait ce côté avec la Vuelta qui est un peu le rattrapage pour beaucoup de coureurs, le moyen de sauver une saison. Je pense que là, ça hype un peu plus la Vuelta. Et ça, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Sinon, ce qui m'a plu, alors c'est le côté fan Groupama qui va revenir, mais évidemment les niens rouges et surtout la façon de courir de la Conti, enfin des jeunes de la Conti sur la première semaine et demie, que ce soit avant les niens rouges ou pendant les niens rouges, ils n'ont pas hésité à prendre la course en main, à rouler en tête de peloton, à placer Aski qui est pas fort, qui n'était pas du tout un favori pour un sprint, mais à le placer, à frotter. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, qu'est-ce que j'ai moi, je suis devenu fan de Ken Uijtdebroeks là. J'ai beaucoup aimé sa façon de courir aussi. J'aime beaucoup le bonhomme sur les interviews, ce genre de choses. Il est toujours calme. Il dit ce qu'il pense, c'est assez rare. Je pense notamment à l'interview avec Vlasov, où il dit que le seul objectif de Vlasov de toute la Volta, c'était de finir devant Kian. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Il dit ce qu'il pense, j'aime bien. Pour mes déceptions, j'ai mis la domination de la Jumbo. Alors, j'ai rien du tout contre la Jumbo. Peu importe l'équipe, je pense même si c'était Groupama, ça m'aurait un peu saoulé. Ça brise un peu le spectacle. Ça met beaucoup de doutes sur le cyclisme qui n'avait pas forcément besoin de ça. Pour revenir sur Ineos, il y a peut-être un médecin en moi aussi qui explique les perfs, mais bref. Pas ça maintenant. Et, non, c'est plus pour rigoler. Non, sinon, pour Ineos, j'ai écouté Eurosport il y a pas longtemps. Je sais plus sur quel débrief de course c'était. Et je sais plus qui disait qu'il y a aussi beaucoup de coureurs qui n'ont pas répondu aux attentes, notamment des coureurs de grand tour. C'est pas, ça vient pas de moi. Je sais plus qui sur Eurosport l'avait dit. Je peux pas citer la source, mais et je pense que c'est un peu vrai. Il y a eu beaucoup d'investissements. Je pense notamment à Luke Plapp qui était un peu vu comme un futur très grand et qui a un peu de mal. Finalement, le seul qui répond vraiment sur les courses de 3 semaines, c'est Rodriguez. Et je pense que ça leur fait beaucoup de mal, eux qui sont une équipe de grand tour et qui ont toujours été une équipe de grand tour. Je pense que ça leur fait beaucoup de mal de ces jeunes qui répondent pas forcément présents, de leurs leaders qui deviennent vieux. Thomas, c'est difficile. Bernal, il y a eu sa chute. Kwiatkowski, ça devient vieux. Je pense que le combo vieillesse, chute, plus les jeunes qui répondent pas, ça fait beaucoup de dégâts. Et puis finalement, c'est une équipe qui attire plus vraiment. Alors je sais pas comment ça se fait, qu'est-ce qui en vient de là. Mais quand on voit sur les mercatos, il y a beaucoup de coureurs qui partent. Ça date pas que de ce mercato-là. Ça fait plusieurs mercatos que c'est le cas. Je pense à Georg Gegenhardt. Je pense qu'il y a 3-4 ans, Georg Gegenhardt, il quittait jamais Ineos, peu importe l'offre qu'il avait. Et ça, je pense que ça serait intéressant de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pour que Ineos devienne une équipe qui n'attire plus les coureurs, les grands coureurs, ou bon, les jeunes encore un petit peu quand même. C'est peut-être une question de budget, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils perdent Adam Yates, ils perdent Carapace, ils perdent Gegenhardt, ils perdent Sosa, bon, Sosa pas fou, ils perdent Bernal qui surchute, hein, donc ça n'a rien à voir, ils perdent Martinez cette année, et il y a des remplacements, ils viennent pas, hein. C'est assez fou, ça vient pas. Bah, c'est vrai qu'ils ont beaucoup misé sur les jeunes il y a quelques temps. On a vu l'armée de jeunes qui est arrivée côté Ineos. Ça porte ses fruits chez certains, notamment avec Joshua Tarling, je pense qu'on a vu sur les derniers championnats du monde de chrono qui était excellent. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, en termes de cours de grand tour, on a, euh, on n'a pas de successeur à Thomas, à Froome, à Bernal aussi qui est tombé, comme vous l'avez bien rappelé. Et pour ta source Eurosport, il y a Guillaume Di Grazia dans le Space, donc si jamais il se souvient de qui avait donné ton info King Kong, qu'il n'hésite pas comme tous les autres à mettre un petit message en bas du chat, parce qu'on va bientôt Mais passer au passage avec tout le monde. Dis-moi King Kong. ouais, pour revenir sur les jeunes qui perdent pas un grand tour, Sivakov, il a été décevant. On l'attendait
quand même bien mieux sur les grands tours, au moins les tours d'une semaine. Luke Plapp, moi, quand il est arrivé, j'étais assez hype par ce coureur et finalement, il répond moyennement, ou ça a en tout cas pas trop l'air d'être un coureur de grand tour. Et puis Daniel Felipe Martinez, mine de rien, tout le monde avait été très hype par son Giro où limite il engueule, ouais, Sivakov, Guillaume, je revenais. Il engueule Bernal, je crois que c'est Bernal, oui, oui. Ouais, Enfin, ouais. il l'engueule pas, mais il l'encourage. Et puis Arensman, mine de rien, sa saison, bon, Ouais, il a Arensman, pas beaucoup de chance, c'est mais dur, hein. Sa ouais. première année chez Ineos, mais en fait, c'est un diesel, mais incroyable. Aux premières semaines, il a du mal. Deuxième semaine, il est pas bien. Troisième semaine seulement, il y arrive. C'était déjà le cas chez les DSM l'an dernier. Il a pas de punch, j'ai l'impression. C'est un diesel terrible. Et cette année, du coup, ça a pas payé sur la Volta parce qu'il était pas bien en première semaine et il tombe. Mais ouais, c'est décevant. J'aurais bien aimé le Puis, voir en troisième semaine. il y avait chez Ineos bonus qu'on retrouve chez Jumbo ou à eux où quand les coureurs arrivent, ils ont ce gain de performance. Et je trouve qu'on l'a plus maintenant sur les coureurs qui arrivent. Ils stagnent ou progressent plus lentement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas, il s'est passé quelque chose chez Ineos. Mais moi, je trouve ça assez incroyable que ce soit une équipe qui n'attire plus. La question du budget, c'est toujours difficile de connaître les budgets. Mais j'ai vu aucune info passer comme quoi Ineos avait une baisse de budget. Après, je sais pas vous, mais Bah après, même ne pas avoir de baisse, si ça stagne ouais, par rapport c'est à vrai. UAE ou Jumbo, je pense que c'est régressé en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, on le voit avec une certaine équipe française en ce Aïe. moment. Où ouais, le mercato, c'est pas simple, c'est vrai, en fonction du budget. Marc Madiot en parlait beaucoup. Les salaires montent de façon. Alors, je suis pas dans les petits papiers, donc j'en sais rien, mais ils ont l'air de monter énormément. Et Bah, quand on voit le salaire si on n'a pas une hausse de du- budget, c'est compliqué, quoi. En tout cas, quand on de voit le salaire maintenir. de la fait, Quand on voit le salaire, exactement, très bonne remarque. Quand on voit Je le... sais pas si c'est fiable, hein, ce qui est sorti dans le Parisien, apparemment c'est pas fiable, ça non, a été apparemment démenti par c'est. l'agent. Bah, moi, de ce que j'ai entendu, sur le Parisien a sorti qu'il gagnerait moins chez AG2R que ce que proposait Cofidis. Alors, ça, c'est pas vrai, il gagne bien plus que ce qu'a proposé Cofidis. C'est tout Après, il n'y a pas de montant, mais c'est ce que j'ai entendu moi. Mais bon, après, je sais pas plus. Mais en tout cas, visiblement, c'est un salaire qui est très élevé et pour un coureur qui est très irrégulier. Alors, il est capable d'être un des meilleurs coureurs du monde, sans abuser, je pense. Mais il est très irrégulier, quoi. Disons que c'est un gros risque pour AG2R qui visiblement veut des résultats rapides. On fera un space spécial mercato pour toutes ces questions-là. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur HG2R ou d'autres équipes World Tour ou pas. Mais on va rester sur la Volta. Et moi, j'aimerais quand même noter un truc que vous n'avez pas dit, les gars, dans vos coups de cœur. C'est Soupe, la belle histoire de Geoffrey Soupe. Cet homme dédié au collectif toute sa vie, qui avait gagné, je crois, que sur la Missa la Tropicale, à Missa Bondo, qui là va claquer une super étape sur la Volta, incroyable là, sur son sprint. Il fait un sprint de bison. Donc ouais, je pense que Geoffrey Soupe, on pouvait lui tirer notre chapeau. Ouais, j'ai adoré son interview, Ouais. post-course, son Ouais, interview, sans plein d'émotions, plein ouais, de ses équipiers aussi. Puis d'engagement et la tout. réaction qu'il a euh, justement au moment où il passe la ligne, on dit il n'est pas sûr d'avoir gagné alors qu'il a plus d'une roue d'avance. Ça prouve, enfin en tout cas ça démontre le fait qu'il n'ait pas forcément l'habitude de gagner. Et voilà, et ça fait encore plus plaisir de voir ça. Moi, ce que j'ai Personnellement. adoré, c'est la réaction de ses équipiers. Encore plus que sa réaction à lui, où déjà, ça se voit qu'il est choqué, il y croit pas du tout. Mais la réaction de ses équipiers, dès qu'ils s'apprennent qu'il a gagné, il y en a la moitié qui se mettent à pleurer. Ça prouve que c'est un mec Ouais. incroyable. Il a été équipier toute sa carrière. Il a toujours fait le job à fond, sans jamais rien remettre en question. Il avait fait troisième d'une étape du Giro, mais c'est pas gagné. C'était déjà une belle perf, mais c'est pas gagné. Là, il tapé une étape de la Volta. Alors oui, le plateau de sprinter était pas incroyable, mais ça, dans 10-15 ans, on s'en souviendra pas. On dira juste qu'il a gagné une étape de la Volta. Et je pense que c'est la victoire la plus méritée, et en tout cas celle qui m'a fait plus plaisir sur cette Volta. Et puis même pour Total, pour toute l'équipe, c'était mérité. Et avec Mais en Kras fait, qui faisait une super Volta aussi. au-delà de Geoffrey Soupe, je pense qu'il y a un paquet de coureurs équipiers ou pas d'ailleurs, qui ont besoin de ce genre de victoire pour rester motivés dans les moments difficiles et se dire que peut-être un jour ce sera leur moment de gloire, quoi. C'est hyper important pour tout le peloton, je pense. Puis mine de rien, il va pas la chercher à l'arrache, hein. Il lance son gros sprint à 300 mètres après le virage. Il faut tenir, hein. C'était la tête, les jambes, et puis ça fait plaisir à tout le monde. Donc ouais, incroyable cette victoire. Voilà, on va passer maintenant au point un peu plus négatif, on avait déjà commencé à les aborder. Moi j'aimerais parler quand même de la Volta d'Evenepoel, alors qu'il fait une énorme Volta, il n'y a pas à dire, il passe au travers sur une seule étape.
Mais en fait, comme tu l'avais si bien dit King Kong la semaine dernière, comment dire, en perdant ce temps-là, en sortant du jeu pour le général, en fait, il ruine la Volta de tout le monde, puisqu'il ruine la Volta pour le général, il n'y a plus de bataille. Ayuso, Maas et autres Lambda étaient inférieurs au trio de la Jumbo. Le seul qui aurait pu les embêter, c'est Evenepoel. Et ensuite, il va dans les échappées, mais ça, il fait peut-être partie des trois meilleurs de la Volta. Donc quand tu fais face à Evenepoel dans les échappées, bah, c'est hyper dur de s'en sortir. Il n'y a qu'une étape où il s'en sort, l'échappée, où c'est pas Evenepoel qui gagne, ça doit être du côté de Lekungberry. Euh, voilà, sinon à chaque fois qu'il a été dans l'échappée, il gagne ou en tout cas il fait deux derrière Bah, il y a Woodpool. Woodpulse aussi. Ouais, c'est ce que j'ai Ouais, mentionné. il y en a Il deux, il fait y en a deux deux. derrière Woodpool, ça, mais il fait quoi? Une demi-roue et sur le sprint final, tu vois qu'il revient, s'il y a 50 mètres de plus, mais il le mange, il le détruit quoi. Donc voilà, Evenepoel, point que j'ai pas aimé, même si sa Volta elle est réussie, enfin réussie à une certaine échelle. Moi, j'avais dit la semaine dernière que pour moi, sa Volta n'était pas réussie parce que si Pogacar avait fait la même chose sur le Tour de France, on n'aurait pas considéré que son Tour de France avait été réussi. Je le place à peu près au même niveau que Poga. Donc, pour moi, il n'a pas réussi sa Volta, mais il l'a quand même très bien rattrapé. Et il nous a un peu tué, surtout le suspense à tous les niveaux, que ce soit dans les échappées ou sur le classement général. Mais finalement, ce qui est frustrant, c'est qu'au-delà de la hype du Tour de l'avenir de 3 semaines, on avait une hype, c'était savoir est-ce que Remco Evenepoel est capable de concurrencer Vingegaard et Pogacar, et on n'a pas du tout la réponse. Alors, bon, moi je pense qu'il n'en est pas capable, mais au final, en termes de bataille pure et dure sur de la montagne, de la haute montagne et sur 3 semaines, on n'a pas la réponse. Et oui, ça, déjà on est frustré de pas avoir la réponse. Il a ruiné, enfin il a pas ruiné, mais il a massacré les échappées. Et ça, bon, il peut rien. Heureusement qu'il va gagner. Mais mine de rien, même en échappée, il était pas si régulier. Enfin, il était pas. Il a eu ses jours de moins bien. L'étape où c'est Kamnak, non, c'est pas Kamnak qui gagne au sprint. Après que Kamnak chute. Costa. Costa, voilà, merci. Au Costa Bon, va après, gagner, il est pas irréprochable. Et puis c'est pas illogique, je trouve, qu'il ait des moments moins bien non, quand non, tu fais bien des sûr. raids tous les jours. Corps heureux, j'ai envie de dire. Ouais, heureusement. Ouais, c'est vrai. Mais il est, ouais, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, ce que je trouve frustrant, c'est qu'on n'a pas la réponse de s'il est capable de concurrencer Pogacar et Vingegaard pour l'année prochaine. Voilà, avant qu'on finisse cette rubrique, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main ou mettez-les dans le chat, on va vous prendre juste après. Euh, King Kong, le beau vélo, si vous avez un dernier point chacun à nous évoquer par rapport à ce que vous avez un peu moins aimé de la Volta, euh, c'est maintenant. Alors, c'est paradoxal un peu, mais j'ai pas aimé j'ai pas spécialement aimé le fait que Vingegaard fasse un cadeau à Kuss, même si au final je suis content que ce soit Kuss qui gagne parce que c'est un mec que j'apprécie davantage que Vingegaard surtout. Mais j'ai pas trop aimé la façon de faire un cadeau en fait. Ça fait un peu du cinéma quoi. Quand Vingegaard roule puis s'écarte et perd 9 secondes exprès, ça donne un peu l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent quoi. Donc c'est pas quelque chose qui m'enchante. Mais alors, je sais pas si c'est moi, mais est-ce que vous trouvez ça, oh, je vais y arriver. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu même irrespectueux pour la concurrence? De se dire, surtout, moi, surtout c'est la 20e, je sais plus quelle étape, il se relève limite à la fin. Euh, bon, ça fait un peu jeu d'acteur, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est Mais ça. après, je suis Bon, content que dirais que se gagne. pas, je dirais pas irrespectueux, mais c'est ça. Ça fait vraiment, ça accentue l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est ça que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce qu'ils font pas un peu ce qu'ils veulent aussi, hein? Ah bah si, clairement, ils ont fait ce qu'ils voulaient sur cette Volta, collectivement. Pour ça que pour moi c'est quand même assez anecdotique, on se rappellera pas de ça sur cette Volta, on se rappellera peut-être qu'ils auraient pu aller chercher le maillot rouge à queue, qu'ils ont décidé de le laisser, ce que je trouve être plutôt une bonne solution. On voit souvent Van Aert dans cette équipe laisser ses victoires à la porte notamment. Ouais, enfin, il laisse un Gore Game à Il la laisse limite, mais il encore laisse lever le pas game. Tour des Flandres. Oui d'accord, mais quand tu... Enfin, je La veux dire, Volta, c'est la Volta, Roglic il en a déjà c'est pas gagné Gore 3, Game, je pense. Vingegaard il a 2 tours. Euh, je- une Volta en plus, une Volta en moins, je pense que pour eux c'est pas non plus ce qui est le plus important. Et en plus, bah, justement, c'était peut-être la chance de sa vie pour gagner une Volta. Ça permet je vais pas dire de le fidéliser, mais voilà, de récompenser un peu comme on disait avec Soupe tout à l'heure, ça récompense l'équipier modèle qui s'est battu
pour être là où il est aujourd'hui sur la plus haute marche du podium à Madrid. Et je trouve que dans un sens, c'est quand même assez beau. Et voilà. Et j'ai vu beaucoup de monde aussi sur Twitter qui préférait que Kuss gagne parce que c'était, on va dire, c'était moins vampirisant par rapport à Vingegaard et à Roglic. Moi, j'aimerais mettre aussi un point d'interrogation un peu sur l'orga, rapidement les gars, parce qu'on est un peu long, mais sur l'orga qui, alors moi le gel des temps, on en a déjà parlé, moi le gel des temps, ça m'a pas forcément dérangé, mais il y a d'autres aspects qui m'ont un peu plus dérangé, notamment l'arrivée à Caravaca, le contre-la-montre dans la nuit. Enfin voilà, il y avait pas mal de passages où l'organisation était loin de tout reproche et ça m'a un peu dérangé à ce moment-là. Mais le chrono pendant la nuit, franchement, je comprends même pas comment on en arrive là. Enfin, comment ils ont pu se penser qu'il y aurait pas de problème de lumière sans en prévoir. Ils l'avaient déjà fait il y a quelques années et il y avait eu de l'éclairage artificiel, ça avait posé aucun problème. Mais là, je vois pas ce qu'ils Bah, en espéraient. fait, c'est une grosse erreur, mais quand il pleut pas, je crois qu'ils étaient sur des horaires où ça passe. Sauf que comme c'était super Ok. sombre et qu'il pleuvait, bah, c'est pas passé. Ouais, enfin bon, Et Ouais. sinon, C'était un peu tiré par les cheveux. comme dernier point négatif, moi j'avais noté la réalisation. Je Ouais. sais pas ce qui se passe Je sur voulais en les venir grands aussi. tours. Je sais pas si c'est nous qui sommes plus exigeants sur les grands tours, mais sur les 3 grands tours, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression. On voit rien. En plus, la Volta, elle est encore plus désavantagée par rapport aux 2 autres, parce que c'est pas en intégralité. On rate beaucoup de départs, beaucoup de formations d'échappée, et c'est encore plus frustrant. Donc un mauvais point sur la Real. Mais c'est de plus en plus régulier sur toutes les courses, même hors Grand Tour, ouais. Je trouve, je sais pas. C'est peut-être. Après, est-ce qu'on est plus exigeant au fur et à Ouais, mesure c'est vrai. du temps? C'est aussi probable. C'est vrai. Parce que sinon, j'aurais pas d'explication pour que ça se dégrade comme ça. Donc c'est mon hypothèse, mais on a vu compliqué. sur le tour que le réalisateur avait changé, donc ceci peut expliquer cela. Après, je suis pas dans les petits papiers de la Volta, enfin d'ASO, etc. Donc on pourra pas dire si sur la Volta. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu passer l'info comme quoi le réalisateur avait changé. Mais Ah, après, c'est pas facile non plus. Mais moi, ce qui m'avait rendu fou, par exemple, c'est il y a une bagarre pour les points au sommet d'un col et on nous filme le peloton où il se passe absolument rien et on voit pas le passage au sommet et on n'a même pas de ralenti dessus. Ça, Ridicule, ouais, ridicule. ouais, ça m'avait. Encore quand il y a de la bagarre partout, je comprends que ce soit difficile. Même le réalisateur, à un moment, il est peut-être perdu ou je sais pas. Mais là, enfin, on était au milieu de l'étape, il se passait rien. Il y avait que ça à montrer. On nous montre le peloton. Là, j'étais fou là. ouais, je suis assez d'accord. Mais en fait, si, enfin, d'un point de vue global, c'est un peu une récurrence dans tous les sports. En F1, je vois beaucoup de monde qui se plaint aussi. En foot, c'est vrai que aussi de temps en temps, la Real, elle est assez bizarre. On ne comprend pas tout. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plus. Enfin, c'est pas forcément uniquement sur le cyclisme et sur les grands tours. C'est peut-être un problème un peu plus général des réalisateurs ou de. Enfin, je sais pas. Je suis pas dans l'audiovisuel, mais voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que la réalisation, de temps en temps, enfin, je veux dire, des fois, il y a une arrivée, 10 secondes plus tard, il y a quelqu'un qui arrive, bah non, on va filmer le mec après l'arrivée qui est en train de boire, qui est en train de se congratuler avec son équipe. Alors certes, c'est très beau, mais on a envie de voir la bataille pour la deuxième place, la troisième place, etc. Plus que le mec qui est en train de boire sa bouteille de Perrier, machin. Et au Mais ça, c'est pire, pas nouveau. oui, c'est Ça, pas ça, on nouveau. l'a Et, toujours eu et ça. puis au pire, tu peux l'avoir en replay, enfin bref. Ouais. Voilà. Voilà pour ce point un peu j'ai aimé, j'ai moins aimé. Alors on va passer à la troisième rubrique, le moment participatif. Alors j'ai vu que déjà pas mal de monde avait mis Enfin, quelques personnes avaient mis des commentaires sous le space. N'hésitez pas à en mettre un peu plus. Et c'est vrai qu'il y a Jeu sur le net qui met ça passe, c'est vraiment le résumé de cette Volta pour parler de l'orga. C'est vrai que c'était un peu ça. Sur la Volta, c'était un peu Inch'Allah, j'ai envie de dire. Bah, il y a rien eu de catastrophique, mais il y a eu des moments très limites, quoi. Et ouais, c'est ça passe, mais limite. Voilà, je sais pas s'il y a du monde qui veut essayer de prendre la parole. LBV, si t'as quelque chose à dire. Ouais, ce serait bien que si quelqu'un a un truc à dire qui vienne de participer, ce serait sympa. Mais là, pour l'instant. Ouais, ou écrire une question au chat s'il veut pas prendre le micro, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée. Ça changerait un peu. Ouais, Si puis vous avez enfin, envie. pour moi, enfin, les space, moi je trouve que c'est assez bien pour ça, par rapport à ça, parce que tu peux demander même à lever la main si vous voulez intervenir. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Quid du futur pour Cuss?
Ça, c'est quid une du bonne futur pour question. Kuss. Pour Ah ouais, je moi, voulais en parler en plus. pour moi, ça change absolument rien à son rôle. Ah, tu crois? Bah, en fait, pour moi, le seul moyen que ça change, c'est si effectivement Roglic finit par partir, mais il a un contrat, donc il partira pas cette année. Je vois pas où il sera leader en fait. Et je me posais la question de le voir sur le Giro leader l'an prochain, vu qu'il a montré que sur 3 semaines, cette fois, ça y est, c'était bon. Est-ce que Roglic aussi voudra peut-être retenter sa chance sur le Tour, parce que s'il gagne pas le Tour, il sera déçu en fin de carrière. Donc on pourrait peut-être revoir Roglic et Vingegaard sur le Tour et Kuss en leader sur le Giro. Je me pose la question. Tout est possible. Bah, ouais. En fait, le problème, c'est que Roglic a jamais montré qu'il était capable de rivaliser avec Pogacar, alors que Vingegaard l'a fait. Donc, je pense que Vingegaard partira quoi qu'il arrive toujours avec un avantage sur le Tour. Et ça me paraît Oui, difficile mais pour si Roglic. Roglic se pointe Oui, bien devant sûr, plus de du jeu coup. et lui dit je veux être leader sur le Tour ou je veux participer au Tour, être co-leader, comme en 2021, 2022, plus de jeu va pas lui dire non parce qu'il a dit que c'était le roi de Jumbo. Mm. Donc ouais. Mais Alors les gars, juste je vous coupe, il y a la brigade Lenny Martinez qui a demandé à parler, donc je Ah ouais, les ai super. acceptés. Il y avait Nicolas Ferrari aussi qui a demandé, malheureusement j'ai perdu ton invitation, donc si tu veux, si tu veux participer, refais-moi une demande et je t'accepte. La brigade, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonsoir, j'espère que mon micro marche. ouais, J'avais juste nickel. un petit truc à dire pour revenir sur la réalisation. Euh, Pourquoi, en fait, je pense que globalement, la réalisation sur le Giro, elle a toujours été catastrophique. La Volta, c'est à peu près pareil. Le Tour, on a une vraie baisse quand Tony Forestier est arrivé. Et parce que c'est un mec, en fait, qui vient pas du vélo, qui connaît pas le vélo, qui comprend pas la course. Il me semble que c'est Ronan Pensec qui est censé être le gars qui est là pour l'aider, pour lui dire, bah, fais gaffe, là, il va peut-être y avoir une attaque. Il était censé partir cette année, finalement, il est resté. Et je suis pas sûr que ça fonctionne hyper bien entre eux. Et en vrai, je suis pas d'accord quand on dit que toutes les réalisations de courses, elles se dégradent. Globalement, je trouve que les courses réalisées par la chaîne L'équipe, elles sont. Alors, c'est chiant parce qu'il y a plein de pubs, mais au niveau de la réalisation pure, elles sont plutôt bien faites. Bien sûr, il y a toujours des loupés, des attaques coupées, ça c'est impossible, mais en fait, il y a un vrai sens dans la réalisation et ça se voit que bah, dans l'équipe éditoriale, ça travaille aussi énormément. Et pour aller continuer dans le sujet de la réalisation, je veux aussi, moi, me plaindre du traitement d'Eurosport, que ce soit Eurosport France ou Eurosport en anglais, j'écoute pas les autres langues. Globalement, je trouve que le niveau est assez faible, que ce soit au niveau des analyses, de la reconnaissance des coureurs. Alors, on peut aimer ou pas le ton Eurosport, je rentrerai pas là-dedans, mais on sent que, bah, en fait, il y a quand même un manque de travail chez certains consultants, notamment, ben, en fait, Jackie Durand, qui était excellent pendant des années, mais j'ai l'impression que bah, il y a une ambiance de travail, une ambiance de non-travail à Eurosport. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. Et moi, ça m'agace enfin d'entendre des sottises. Et ils n'ont pas l'excuse de la vulgarisation parce que c'est la Volta. Il n'y a pas vraiment de gens qui regardent pas beaucoup le vélo qui vont se farcir des étapes de la Volta. Donc il n'y a que des connaisseurs. Donc je pense qu'on pourrait avoir droit à des niveaux de commentaires un peu plus élevés. Je suis d'accord sur absolument tout. Ouais, moi je suis totalement d'accord sur Eurosport. Moi j'aime bien l'ambiance, style un peu PMU comme on dit certains, ça me dérange pas. Mais je pense qu'il faut doser. Et le style PMU, etc., sur une étape de plaine où il se passe rien, je trouve que justement ça apporte quelque chose et c'est un plus et c'est assez agréable parfois à écouter. Le problème c'est quand ça commence à faire du bar PMU sur une étape de montagne. Et c'est vrai que on a souvent comparé avec Marion Rousse par exemple qui est très très forte pour reconnaître des coureurs. Je trouve qu'il y a un peu d'abus chez certains de Eurosport et on a l'impression qu'en dehors des courses qui, alors ils ont peut-être pas le temps, hein, ils ont un métier, enfin bon leur métier c'est commentateur techniquement, mais enfin journaliste. Mais je trouve, on a l'impression qu'ils regardent pas vraiment d'autres courses en fait. Ils reconnaissent aucun coureur. Il y a des coureurs qui se sont révélés sur certaines courses il y a parfois longtemps et les commentateurs les connaissent pas. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Alors c'est surtout le cas sur Eurosport, sur l'équipe. Je trouve que ça s'est bien amélioré, surtout avec les arrivées d'anciens coureurs. Sur France TV, je trouve que le trio est très bon. Pour le coup, moi, j'ai pas eu de problème avec le trio sur France TV. Juste le pseudo-historien qui pose problème. Mais pour les trois autres, je les trouve très bons. Et pour la réalisation, je pense qu'il y a un peu de tout. L'équipe, je n'ai pas souvenir vraiment de réalisation de l'équipe, donc c'est que ça doit peut-être être un peu mieux. Sur
sur le Giro, au-delà de louper des choses, c'était surtout le fait d'équipe où on n'a plus d'image. Et la réalisation en elle-même, je sais pas de souvenir qu'elle soit horrible. Et sur le Tour, j'avoue, je connais pas grand-chose sur les arrivées et les départs, mais il y a une forte baisse. Et ma question, alors je sais pas si quelqu'un pourra répondre, mais est-ce qu'on a vraiment beaucoup de réalisations où on a un réalisateur qui s'y connaît en vélo et qui est vraiment intéressé par ça ou qui a des connaissances? Je suis pas sûr que ça arrive souvent. Ah, pour moi, il y avait l'ancien gars sur France TV qui avait Ouais, réalisé Jean-Maurice aussi. Hogg, ouais. Ouais, c'est Jean-Maurice Hogg. J'ai Ouais, peur que ça soit pas lui lui c'est aussi, sûr, il me ouais. semblait. Lui, il était pas mal. Je me souviens notamment des championnats du monde 2020, là, où c'était incroyable, niveau réel, notamment. Euh, donc voilà, mais pour revenir sur l'équipe, alors moi je suis assez d'accord sur l'équipe en termes de consultants. Maintenant, si vous me parlez de journalistes qui se trompent tout le temps sur l'équipe, j'ai tout le respect que j'ai pour Patrick Chassé, sa carrière, tout ça. Vraiment, il est très grand commentateur des années 2010, malheureusement. Et c'est vrai que là, sur les courses, on sent qu'il est un peu plus limité par rapport à ce qu'il pouvait l'être il y a quelques années. Voilà, pour moi, après être commentateur, c'est quand même avoir 3 heures d'antenne, forcément. Enfin, nous, déjà, on a 1 heure de space, on dit des cagoles, donc forcément que parfois, sur 3 heures d'antenne, tu vas aussi dire des conneries. T'es obligé de passer par là. Maintenant, c'est vrai que parfois, il y a le minimum syndical à respecter et que certains, alors moi, ceux sur Eurosport, c'est pas ceux qui m'ont le plus choqué, mais certains, c'est vrai que parfois, enfin, en tout cas, pour certains, le minimum syndical n'est pas respecté, et ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu dérangeant là-dessus. Pour Chasser, je trouve que le principal problème avec son commentary, entre guillemets, c'est que je trouve qu'il transmet pas du tout d'émotion. Tu l'écoutes, qu'il se passe le truc le plus fou des 10 dernières années ou un truc banal, tu vis la même chose. Ça, c'est un peu dommage. Mais je trouve qu'il essaie de toujours simplifier pour les gens qui suivent pas, etc. Ça, je trouve ça pas mal. Je pense qu'ils ont une bonne équipe enfin, sur l'équipe, mais qu'il faut qu'il reste dans ce côté journaliste et pas du tout consultant parce qu'il est pas bon là-dessus. Ouais, mais même, je trouve qu'il se trompe beaucoup sur des coureurs, enfin, je trouve beaucoup, qui se trompe beaucoup aussi, perso. Ouais, il reconnaît personne, ça c'est vrai, il Moi, reconnaît j'ai un peu personne. de mal pendant la course sur l'équipe. Par contre, il faut souligner que les avant-courses et les après-courses sont incroyables. C'est long, il y a des invités, ça taffe bien les sujets, c'est vraiment bien Puis ce souvent, qu'ils les font invités là-dessus. sont pertinents, généralement, ils te disent on va avoir lui en interview après l'étape, et puis boum, c'est Ouais, lui ils qui te font gagne, tu vois. découvrir des coureurs que tu connais En pas, des plus, nouveaux ouais, aussi. visages et tout, c'est super. Et sinon, juste pour corriger un truc, au niveau du Giro, de la Real du Giro, il y a plus de problème de réal au niveau de quand il pleut ou quoi, parce que c'est plus la même boîte de prod qui fait les images. Maintenant, c'est une boîte française, la même que le Tour, je crois. Donc, il y a plus de problème depuis 2022. Par contre, c'est quand même catastrophique au niveau des images qui sont montrées. L'année dernière, on voyait jamais le peloton, on voyait tout le temps soit l'échappée, soit je sais plus quoi. C'était terrifiant. Voilà pour ce qui est enfin, en tout cas des réalisations. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Nicolas Ferrari, je t'ai invité. Je sais pas si tu as reçu On a une l'invitation. question sur le parcours du Lombardie, je sais pas. Ah bah oui, t'as Ouais, mais le répondu. parcours du Lombardie, on va y venir juste après, dans la rubrique juste après, donc on va la prendre, mais dans 5 10 minutes. Mais là, Spoil, c'est nul. bon voilà, J'ai pas vu d'autres questions. moi non plus. Est-ce que La c'est-il briquette, ouais, le ok, vainqueur le plus toujours pas. surprenant des 20 dernières années? Les questions de Aramburu, on va lui prendre parce que sinon après il va nous embêter. Ouais, t'as bien fait. Non, bah non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Bah, il y a un mec qui Rien s'appelle que, moi, Chris Hover déjà. j'avais tweeté, rien que Hindley, déjà, était plus surprenant pour moi. Bon, après, ça fait débat, hein. Mais ça, Après, j'ai pas compris pourquoi ça faisait débat, moi. parce que les gens, rétrospectivement, disaient que non, Hindley était dans les favoris, alors que pour moi, pas du tout. Sinon, il y a Horner aussi, qui en 2013 n'était absolument pas attendu à ce niveau-là. C'est dans les 20 dernières années. Esjdal aussi, peut-être. Je sais pas, après, à l'époque, je suivais pas bien le vélo. SG c'est hyper surprenant, mais il y a quelques personnes qui l'avaient quand même vu venir. Et en vrai, si on est un peu pointilleux, le vainqueur le plus surprenant de Grand Tour des 15 dernières années, c'est Froome. Parce que techniquement, il a gagné la Vuelta 2011 et il sort de nulle part, quoi. Mais oui, c'est vrai. Euh, J'allais y venir, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Mais moi aussi à ce moment-là, je suivais pas de fou non plus. Le vélo, c'est mes débuts d'année de vélo, donc la Volta, c'était pas forcément l'endroit où je passais le plus de temps, mais ouais, Froome, j'allais le dire. Et Jdal, c'est vrai. Après Hindley, pour revenir sur Hindley, je suis un peu moins d'accord dans le sens où quand même il fait deux d'un Giro 2 ans auparavant. Donc
Pour moi, on l'a quand même. Enfin, après, je sais pas, peut-être que c'est vrai qu'il n'était pas cité parmi les favoris, mais comme Sepkus n'était pas cité parmi les favoris, euh, voilà, on avait plus, on Bah, va en dire, de fait, certitude Hindley, par rapport à c'était lui. vraiment un one-shot en 2020. Il avait pas fait grand-chose avant et pas fait grand-chose après, notamment en 2021, où il était blessé une grande partie de la saison chez DSM. Et il arrive en 2022 en qualité de mec qui a fait juste une perf il y a 2 ans pendant l'année Covid. Après, il Ouais, a et une pour perf. mettre du contexte Puis il y avait des chutes. sur ce Giro, en fait, il a un peu gagné en respectabilité avec la victoire d'Inlay 2 ans plus tard et la très bonne performance de Théo cette année sur le Giro. Mais en fait, c'était vraiment, c'était un grand tour trop bizarre où les trois mecs qui terminent sur le podium lors de la première étape de montagne, ils sont tous aux fraises. Et du coup, C'est dans vrai. l'esprit de tout le monde à l'époque, ce Giro, c'était un peu un Giro parenthèse, quoi. Alors maintenant, effectivement, on sait que c'est des mecs costauds, quoi. Mais c'est sûr qu'au départ du coup du Giro 2022, cette perte d'Hindley, elle a une grosse astérisque à côté, quoi. C'est vrai. T'as bien fait de remettre le contexte parce que c'est vrai qu'il était important sur ce Giro, notamment Juan Dennis dans le Stelvio. Je sais pas si on reverra ça de sitôt, Puis mais il fait deux parce qu'il y a énormément d'abandon aussi. Sinon, il y a un côté sportif, de perte sportif qui est réduit par toutes les chutes aussi. Ouais, il y a toute la Jumbo et toute la Mitchelton qui abandonnent sur Covid aussi. Ouais. Donc, ouais, sans tout ça, il fait pas deuxième, je pense. Et Geoghegan gagne même peut-être pas. Donc, c'était bien plus surprenant de le voir gagner, quoi. En fait, sa deuxième place au Giro, en termes de résultats purement sportifs, elle valait pas. Je sais pas qu'elle valait pas grand-chose, mais elle valait pas un futur leader de Grand Tour, quoi. Ni un futur vainqueur, d'ailleurs. ok, bah, je pense que c'est tout pour cette rubrique participative. La brigade, n'hésite pas, si tu veux intervenir sur les questions rapides qui vont suivre, à le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Donc on va passer du coup, à la quatrième rubrique. On est déjà à l'heure de Space, donc on va essayer de faire assez rapide. Les questions rapides, on a eu comme question pour la rubrique d'avant, qu'est-ce que vous pensez du parcours du Lombardie qui est sorti, alors qui n'est pas encore officiel parce que officiellement ça sort demain, mais qui semble être celui qui devrait être proposé au coureur le 7 octobre. King Kong, je te laisse commencer. Moi, je suis pas un grand expert des parcours, enfin des derniers parcours, etc. Je suis jamais vraiment d'un an à l'autre les évolutions, je t'avoue. Je regarde juste le parcours et s'il me plaît ou il me plaît pas. Mais en fait, j'ai quasiment pas de souvenir de la course. Alors, je sais que c'était Pogacar avec le Quick Step, mais je sais même plus qui c'était pour te dire, tu vois. Masnada. Masnada, ouais. Et non, je pense que c'était le pire possible par rapport au dernier qu'on a eu, de reprendre celui-là. Donc, non, je suis déçu. Surtout, enfin, en fait, je suis déçu surtout parce qu'il y a cette idée du virage Pinot, du fait que j'y serais peut-être, et du fait que c'est la dernière course de Pinot, au-delà même du contexte sportif, etc. Mais non, je pense que c'était le pire possible, hein. Enfin, quitte à reprendre un qui avait déjà eu lieu, ce qu'ils font souvent, c'était le pire possible. Moi, j'aime bien le Passo di Ganda quand même, qui est assez dur dans sa deuxième partie. Tu as 4 ou 5 km à 9%. Ça peut faire des différences. Pogacar avait fait des belles différences en 2021. Mais c'est vrai que c'est clairement pas aussi prestigieux ni aussi bien que Sormano, Civilio, Sanfermo à Côme. Bon, de toute façon, le Sormano, on le verra plus parce que l'an dernier, ils l'ont enlevé, ils l'ont pas mis à Côme parce qu'ils voulaient pas mettre la descente. Mais ouais, déjà, rien que de se dire que Pinot va dire adieu au vélo à Bergame, alors que Pinot n'est en rien associé à Bergame, j'ai aucune image de lui sur un parcours qui finit à Bergame, perso, alors que Côme, tellement. Donc c'est super frustrant là-dessus. Mais après, j'imagine qu'ils font pas le parcours en fonction de Pinot, bien sûr. Ils alternent en général Bergame-Côme, donc ça tombe sur Bergame, avec un parcours avec un peu trop de plats dans le final, même Ouais, si c'est c'est pas ça. dérangeant. C'est pas dérangeant en soi si les groupes sont établis, mais il faut qu'il y ait de la bagarre dans Ganda. Et il n'y en aura pas avant Ganda, donc il n'y a qu'un seul lieu de bagarre attendu. Après, Moi, j'ai ce qui me peur pose que problème, justement sur. c'est le long après. Ouais, c'est ça, mais j'ai peur que La sur le descente, plat. la plaine. J'ai peur que sur le plat, il y a un gars qui sorte tout seul en facteur et qui fasse la différence comme ça, quoi. Aussi. Ouais, déjà, ça s'était bien regardé en 2021, derrière Pogacar et Masnada, ça passait les relais, mais en demi-teinte, dès que t'en as un qui sautait les relais, derrière, c'était la zizanie.
Donc c'est un peu frustrant pour un Lombardie où en général on a envie de voir juste les meilleurs grimpeurs s'exprimer de loin si possible, comme en 2018 où c'était parti dans le Sormano à 50 bornes de l'arrivée, c'était incroyable. Là ce sera pas le cas. Du coup, on est tous d'accord pour dire que le CIC Mont Ventoux Challenge est supérieur au Lombardie pour ce qui est. Ah ouais, Tu vas fort, là. t'es parti loin là. Il y a une autre question, mais ça fait revenir sur Remco. Je sais pas si tu veux qu'on la prenne. Waouh. Petite question Remco, homme de grand tour, Alors, grand on baroudeur. fait très vite alors. Faites très vite. Thibaut. Ouais, vas-y. Non, homme de grand tour hein, quand même. Il en a déjà gagné un à 23 ans. Il va en gagner d'autres à mon avis. Grand baroudeur, non, à mon avis, il va pas en faire beaucoup des grands tours comme ça en baroudeur. J'espère pour lui. Bah, j'espère pour nous aussi. Ouais. Non, ouais, moi, je pense que c'est plus un. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est un homme de classique plus qu'un homme de grand tour ou un baroudeur. Parce qu'il est tellement fort sur les courses longues d'une journée. Quand il est en forme comme ça, il est imbattable pour moi. C'est Et, clair, c'est clair. Mais du coup, est-ce que pour toi, Pogacar est un homme de classique? Pogacar a plus de euh, références en grand tour que Evenepoel quand même. On est obligé de enfin, Ouais, mais forcer il de est tellement constater. fort sur les classiques aussi que. Oui, oui, mais force est de constater que Evenepoel, a souvent, en tout cas sur ses grands tours à un jour sans, voilà, un moment où enfin, qui fait qu'il lâche totalement le classement général. Et malheureusement, ça a quand même contraint beaucoup ses grands tours. Alors j'espère qu'il va pouvoir régler ça à l'avenir. Mais si jamais il doit se battre contre Vingegaard, Pogacar qui se mettent des peignes des 100 bornes de l'arrivée tous les jours presque sur chaque grand tour, va pas falloir qu'il y ait de jour sans parce que comme il l'a eu sur la Volta, parce que justement sinon ça va devenir un baroudeur ou un classic man quoi. Après, pour l'instant, il a eu qu'un seul jour sans, hein. Pour l'instant, il a eu Oui, qu'un seul jour sans oui, oui, cette année. L'an c'est- dernier, sur la Volta, il a 2 jours moins bien, mais c'est pas des jours sans. Ouais, mais c'est le Giro. Et en 2021, il fait son premier grand tour juste. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est. Ouais. En fait, il a fait. Finalement, il commence à avoir fait beaucoup de grands tours et on n'a pas beaucoup de réponses. Par rapport à Remco, ce qui donne de l'espoir, ou ce que j'espère, c'est que justement, alors, je sais plus qui vient de le dire, euh, Pogacar et Vingegaard se mettent des peignets à 100 bornes de l'arrivée, et si un jour, je pense qu'il l'a pas actuellement, si un jour il a le niveau physique pour rivaliser avec eux, il y a des scénarios de course hyper intéressants où bah, lui, en fait, est encore plus dangereux que les deux autres si ça s'isole et qu'il n'y a plus d'équipier, parce qu'il est tellement un héros qu'il peut profiter de n'importe quelle partie du parcours pour vraiment se faire se construire un avantage exceptionnel. Donc en fait, alors je suis pas un fan de Remco, mais vu les monstres qu'on a, j'espère vraiment que en fait il va réussir à step up et à se mettre à leur niveau pour pouvoir nous apporter un peu de diversité tactique. Après, si c'est pas lui qui arrive au niveau, ce sera un autre. Quand Pogacar dominait, on dit que ce sera un autre dans pas si longtemps. Qui apportera peut-être ce côté plus tactique à 3, bataille à 3, etc. Enfin, là Ouais, mais c'est peu actuellement, je vois probable pas. que Ouais, ouais. c'est peu probable que celui qui arrive à la suite de Pogacar et Vingegaard soit il ait un profil aussi typique, aussi Ouais, atypique que celui de c'est Remco où vrai. il peut partir n'importe où comme le disait la brigade. Ah ouais, ça va, ça. Alors les gars, j'ai peur d'avoir quelques problèmes de co. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est le cas. Sinon, on va passer au championnat d'Europe. Tout va bien, tout va bien. Ok, nickel. Donc les championnats d'Europe avec Vas-y. Je sais pas ce que tu voulais dire dessus. bah, les championnats d'Europe justement avec la nouvelle, enfin en tout cas l'équipe de France qui est sortie aujourd'hui. Arnaud Desmar, Sandy Dujardin, Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, Mathis Louvel, Clément Russo, Florian Sénéchal et Axel Zinglet pour ce qui est de la course en ligne. Avec une édition qui devrait se terminer au sprint, mais un sprint en boss, hein, c'est 400 mètres à 4% sur ce parcours de. C'est où? C'est Drenthe, aux Pays-Bas. Est-ce que vous pensez pour vous que ça joue la gagne avec ce qui semble être Arnaud Desmar? Ou est-ce que. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette composition d'équipe que nous a sorti Toto Veuclair, le beau vélo? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, il faut faire gaffe au parcours. C'est au col du Vam. Je sais pas si vous avez suivi des fois les championnats nationaux des Pays-Bas. C'est des toutes petites routes hyper étroites, hyper sinueuses autour d'une colline. Donc à ce niveau-là, le sprint n'est pas garanti. Ça peut vite être le bazar. Ouais. Après, quelles sont les chances françaises? Ça me paraît compliqué en fait. Démarre,
il est en bonne forme. Il a montré à la BMRC Classics qu'il était en bonne forme, sauf qu'il lui manque un truc au sprint. Donc si ça arrive groupé, même si pour moi c'est peu probable, ça va être compliqué. Benoît Cosnefroy, il a l'air moins en forme à cette période de la saison que l'an dernier. Quand il attaque à Québec, il n'est pas aussi tranchant que l'année d'avant. Et derrière, Laporte, c'est pareil. Laporte, il est pas terrible. Quand, son sprint à Québec est assez hideux. Ça me paraît compliqué en fait, quand Mais je en vois fait, les cartes là. peu importe le scénario de course, je vois pas trop comment on gagne. Si c'est au sprint, je vois pas Desmar gagner. Et si ça se bataille et que c'est pas au sprint, je vois pas trop Cosnefroy, comme tu as dit, il est pas en forme, mais ça aurait pu être une bonne carte. Zingley, il est peut-être encore un peu léger. Enfin, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Puis ça me paraît un peu limite. C'est peut-être Laporte finalement. C'est peut-être Laporte notre meilleure chance. Ouais, puis si ça part un parcours assez technique, comme disait le beau vélo, ça peut se faire dans un coup aussi qui part de loin, auquel on s'attend pas forcément. Donc c'est pour ça qu'avoir des bons gaziers quand même comme Laporte, Russo, Sénéchal, Zinglet et Cosnefroy, ça peut quand même être un avantage pour nous, sachant qu'ils vont quand même assez vite au sprint. Donc peut-être régler un petit groupe, ça peut se faire pour un de ces hommes-là, quoi. De toute façon, l'épouvantail, ce sera la Belgique, avec Arnaud Delis, Wout van Aert, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Florian Vermeersch. C'est assez énorme. J'ai du mal à les voir battus. Parce Ouais. que la concurrence en face n'est pas extraordinaire. Donc on peut quand même espérer une bonne perf côté français, puisque le plateau n'est pas celui d'un mondial. Mais la Belgique, j'ai du mal à l'avoir battue de toute façon. La Belgique, la génération qui arrive, je pense qu'on n'est pas prêt, hein. Entre les Evenepoel, Van Etvelt, euh, Tian, Uijtdebroeks et tous ceux que tu viens de citer là sur les classiques, la Belgique, je pense qu'ils ont des beaux temps devant eux. Mais il n'y a pas énormément de concurrence, je suis d'accord, mais il y a quand même des belles nations en fait, ils n'ont pas forcément de grosses cartes, mais ils ont un collectif très stacké. Je pense à Grande-Bretagne, où ils ont un collectif qui est sur ce genre de profil qui est assez intéressant. L'Italie, c'est pas mal aussi. Et puis surtout la Norvège, en vrai, mine de rien. Peut-être que je suis un peu délu, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même des belles cartes. Alors après, le problème, c'est que ce sera sûrement tout pour je sais pas comment ça se prononce. Warren Skold. Orange Cold, ouais. Ouais. Mais ils ont quand même, ils ont Foss, ils ont Rasmus Stiller, Sven-Erik Bistrom. Ils ont quand même une belle compo. Après, c'est pareil pour battre la Belgique, quoi. C'est un peu trop léger. C'est qui pour toi le leader de la Grande-Bretagne? Vernon? Euh, ouais. Je mettrais Vernon, ouais. Ouais, je Après, suis en d'accord. fait, ouais. Et en fait, ils ont plein de cartes si ça part de loin, par exemple. Turner, il peut partir de loin. Ethan Hayter, bon, c'est pas trop son niveau, mais Saka, elle est un peu en train de déraper. Mais sinon, ils ont même Aski, en vrai, il est en forme, hein, il a fait une bonne Volta. En fait, c'est pareil. Il y a la Belgique a son leader, je pense. Enfin, je pense que c'est Van Aert ou De Ligt, un des deux, qui seront désignés pour les autres nations. C'est beaucoup de coureurs capables de gagner, mais est-ce pas vraiment de leader désigné qui ressort du lot? Ok, bon, bah c'était tout pour cette preview des championnats d'Europe. Alors on en fera peut-être une plus en détail la semaine prochaine, ou enfin en tout cas d'ici peu, et puis on vous tiendra au courant de tout ça dans tous les cas. La brigade, si t'as un dernier truc à rajouter par rapport au championnat d'Europe. Non, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc j'ai pas trop Ok, pas de regardé souci. le parcours et tout. En Pas de tout cas, problème. pour la suite des Space, vu que on arrive sur la fin de saison, on s'était mis d'accord qu'on ferait sûrement un Space sur le mercato, qui peut être intéressant, en revenant un peu sur chaque équipe ou ce genre de choses. Enfin, on n'a pas encore trop parlé, mais qui peut être intéressant. D'ailleurs, il y a des nouvelles pour Groupama, visiblement aujourd'hui, avec une nouvelle rumeur. Et puis peut-être un retour sur la saison. Enfin, ça, c'est moi qui avais proposé l'idée. Vous m'en disiez, je sais pas, Osef. Ce que vous en pensez, c'était de débrief la saison par catégorie, entre guillemets, faire un débrief grand tour, un débrief classique, ce genre de choses. Si ça vous tente, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Si vous avez des idées aussi de space qu'on pourrait faire sur la fin de saison, qui pourraient vous plaire, que vous avez envie d'écouter, ce genre de choses, ou vous avez même envie de participer, vous pouvez, il n'y a pas, aucun souci. Puis on fera sûrement, avec les fanboys de Groupama FDJ qu'on est, on fera sûrement un truc spécial Groupama FDJ. Et d'ailleurs, si vous aimez la Groupama FDJ, n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui a créé King Kong. On parle que de ça là-bas normalement, c'est un peu comme le groupe Eto, mais version Twitter X maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller.
et surtout à intervenir dessus, comme la brigade a pu le faire ce soir, comme plusieurs d'entre vous ont pu nous laisser des messages ce soir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont laissé des messages. J'ai vu qu'il y en a un ou deux qu'on n'a pas pu prendre. Désolé, on essaiera la prochaine fois de vous avoir. J'essaie de répondre par écrit quand on n'a Ouais, pas pris à l'oral. ouais, on peut faire ça, voilà, on a la double casquette, mais ça serait bien de les avoir à l'oral la prochaine fois. D'ailleurs, la brigade, si t'es chaud pour le space sur Groupama, n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un DM ou à Baroque d'honneur. Même LBV, hein, ça marche aussi. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve probablement la semaine prochaine. De toute façon, on vous tient au courant sur nos Twitter respectifs. Et voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite. Salut! Salut, ciao. Salut, ciao. Merde, j'ai oublié d'éteindre l'enregistrement.